L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Milad Nouri. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le fondateur et dirigeant du groupe L2C et vous accompagnez les organisations dans leur transformation digitale en intégrant notamment les dernières avancées, l'intelligence artificielle, la blockchain et les stratégies innovantes en marketing digital. Ça, c'est le cœur de vos métiers. Je voudrais qu'on revienne simplement sur votre parcours parce qu'il dit aussi le dirigeant que vous êtes aujourd'hui, le manager que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes né en 1982 et vous êtes arrivé en France à l'âge de 10 ans dans des conditions particulières. Oui, donc je suis arrivé en France, mes parents étaient réfugiés politiques, donc on est arrivé et on est tombé dans le circuit de réfugiés en fait quand on arrive en France. Donc, on a vécu plusieurs mois dans des foyers, enfin on était littéralement sans domicile fixe pendant quelques mois. On a fait de foyer en foyer, on changeait tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'on trouve en fait un foyer à Créteil, je me rappelle. On a dû rester 5-6 mois. Et ensuite à Cergy-Pontoise. On est resté 1 an, donc là on a fait pendant 1 an dans ce foyer. Et c'est là qu'on nous a proposé en fait, comme il n'y avait plus de place en fait en région parisienne, ils nous ont proposé 2 villes, Nantes et Lille. Et la personne qui s'occupait de notre dossier nous a dit Nantes, l'université de Nantes était très connue. Et comme les études étaient super importantes pour mes parents, on a dit qu'on allait à Nantes. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Nantes. Bon, vous vous installez dans le quartier de Bellevue, vous faites votre scolarité à Chantenay, dans le quartier de Chantenay. Et puis une prépa à Maths Sup, Maths P. Les études étaient importantes pour vos parents. C'est vraiment une façon aussi de leur prouver que la réussite était possible malgré ce parcours compliqué, il faut le dire. Vous veniez d'Iran, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et un parcours pas simple en tout cas pour arriver jusqu'à Nantes. Mais ces études-là, c'était une façon aussi de construire votre vie, votre existence. Oui, surtout que j'avais de la chance, j'étais bon en maths et dans les matières scientifiques. Donc je me disais pourquoi pas, parce que je voulais être ingénieur. Et il fallait que je fasse une prépa. C'est vrai que quand on fait les études à Bellevue, au lycée Albert Camus, moi personnellement, j'étais plus orienté vers un BTS ou d'autres diplômes plus techniques. Et moi, je dis non, moi je veux faire une prépa, donc j'ai réussi à entrer à Saint-Stan. J'ai fait ma prépa à Saint-Stan et mes études à Polytech Nantes. Pour rester près de mes parents, en fait. Bon, et pour rester près de vos parents, mais en fait, ce sont des études qui vous mènent quand même assez rapidement vers l'international. Vous retrouvez l'international, et particulièrement la Chine, où vous faites vos premières armes, en tout cas votre stage déjà, et vos premières armes. Oui, j'ai fait un stage de 3 mois en Chine, dans la ville de Canton, en 2004. C'était vraiment le début de l'explosion de l'économie chinoise. On voyait la ville se transformer tous les jours, c'est juste incroyable à voir ça. Et j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs et lors d'un dîner, j'ai rencontré un Chinois qui travaillait pour Alcatel. Et donc c'est là que je lui ai demandé s'il avait un stage pour moi. Alors même si le concept de stage n'existait pas à l'époque en Chine, il m'a dit non, pas de problème, je te trouverai un job. Et c'est comme ça que j'ai eu mon stage de fin d'études chez Alcatel en Chine, à Shanghai. Vous êtes le dirigeant de L2A Agencement, 2 expertises d'ailleurs complémentaires, c'est l'occasion de le dire, contractant, on reviendra d'ailleurs sur cette notion, contractant général et agenceur, fabricant de mobilier, bien sûr. C'est marrant parce que j'allais dire créateur, en fait c'est pas tout à fait ça, c'est une reprise en 2007, et c'est important d'ailleurs de rappeler qu'on a un patrimoine d'entreprise à reprendre, patrimoine de manière capitalistique, mais aussi de valeurs et de métiers. On va en parler également avec vous. Quel souvenir vous gardez d'ailleurs de cette reprise en 2007 ? Ce souvenir, ça s'est fait assez rapidement. En fait, j'ai eu un parcours, justement, j'ai commencé en étant ébéniste. Et aussitôt, je me suis tourné vers l'agencement et j'ai fini par une formation commerciale. J'étais originaire de Normandie. Je suis arrivé sur Nantes. Ma première vocation était de travailler dans la navale,
pour voir vraiment les expertises techniques. Et après, j'ai navigué dans 2-3 sociétés et j'ai terminé dans une société que je peux nommer parce qu'on peut en être fier. Si j'en suis là, c'est un peu grâce à ce parcours chez Atelier Normand, et donc qui était un acteur de l'agencement. Et en 2005, on a eu un parcours de vie où on est parti adopter. Et ces 2 mois de réflexion là-bas m'ont dit, bon voilà, j'ai 36 ans, aujourd'hui je me verrais bien me projeter. Et voilà, donc j'étais à rechercher directement déjà une petite entreprise qui existait. Et donc, classiquement, je suis tombé sur cette entreprise qui s'appelait, non pas L2A, mais qui s'appelait LAA, qui était diminutif de Loire-Atlantique Agencement. Bon, vous pouvez compter sur une équipe fidèle qui vous accompagne au quotidien, sur un réseau aussi d'artisans, d'entreprises, un écosystème. On a tout pour réussir sur ce territoire. Ah oui, on a tout, parce qu'on entend tout le temps, écoutez, on ne trouve pas d'artisans, on trouve. Moi, je peux vous dire que, vous voyez, si je quitte le plateau, j'ai besoin d'un plombier demain matin à travailler sur un chantier, je vais le trouver. Alors, vous allez me dire, c'est prétentieux, comment ça se passe? Non, c'est peut-être des relations, ça s'est construit. C'est 20-30 ans aussi. Et puis c'est la chimie de plein de personnes, c'est du respect. Une grosse exigence qu'on demande, mais aussi avec un respect et surtout une très grosse fidélité. Qui vous permet d'être réactif, agile, justement, de répondre aux demandes de vos clients, on l'a bien compris. Sur ces sujets, justement, de formation et de cette jeunesse, cette nouvelle génération, est-ce que ce sont encore des métiers attractifs? Ah oui, très attractifs. Très attractifs, nos métiers sont hyper attractifs. Quand vous arrivez dans une société comme la nôtre, on touche tous les univers. On est présent dans tout. Donc tous nos clients, ce sont des institutionnels, et on touche tous les cœurs de métier, que ce soit le réseau bancaire, que ce soit les foncières, le tertiaire, la cosmétique, les EHPAD. J'ai vu une petite blague où je dis on accompagne nos clients de la naissance, et je dirais que on va terminer jusqu'aux EHPAD et on passe par tous les cœurs de métier. Et ça, tous les jours, chaque client, chaque site est un décor différent. Je dirais que c'est une vraie addiction. Notre métier, c'est une addiction. Aujourd'hui, on peut tomber dedans. Je pense qu'on tombe dans une passion. Et la plupart de nos collaborateurs chez nous sont vraiment passionnés. C'est vraiment, faut avoir cette passion parce qu'il y a une exigence qui est très forte. Vous arrivez à les attirer, à les former et à les fidéliser justement au cœur de votre entreprise? Ah oui. Moi, j'ai cette chance. Je me dis, à chaque fois, je me réveille le matin, je dis... on a vraiment cette chance d'avoir tous ces collaborateurs auprès de nous. Bien entendu, de temps en temps, on a envie tous de quitter le navire parce que on a des périodes on a très peu de moments calmes. Les seuls moments calmes, c'est la semaine de Noël, justement, parce que forcément notre activité a un pic. Quand les gens sont en vacances, nous, on rénove. Mais voilà, on a vraiment du personnel très, très, très motivé. Il faut vendre, donc tout est orienté à ce moment-là de dire OK, on vend quoi? On vend ça, et qu'est-ce qu'on vend? Donc du coup, à ce moment-là, c'était un peu un challenge. On se challengeait un peu avec David en disant je vais vendre plus. Moi, je disais je vais vendre plus que toi. Lui disait je vais vendre plus que toi. Donc il y avait un peu une émulation entre nous deux pour vendre. Et vous êtes arrivé à un moment d'ailleurs où il y avait, en tout cas sur ce marché-là, de sérieuses opportunités à saisir. C'est plus simple de le dire a posteriori, mais oui, a posteriori, on peut avoir cette lecture-là parce qu'en fait, on est sur un marché qui, à l'époque, était plutôt stable. Il y avait une première croissance du photovoltaïque qui était plutôt stable et on n'avait pas beaucoup de nouveaux entrants et nous, on était un nouvel entrant. Et quand on entreprend, l'énergie d'entreprendre, elle est toujours là, mais au début, il y a quelque chose, on a le couteau entre les dents, on veut prouver, on veut démontrer, en tout cas, nous, on avait ça. Et il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'on a de plus en plus besoin d'énergie et d'énergie produite localement. Et ça, notamment, depuis la crise du Covid, on va donner un tout petit coup d'œil dans le rétroviseur, 2021, besoin d'électricité, besoin d'énergie et besoin de souveraineté. C'est là-dessus que vous avez aussi surfé ? Totalement. Si je fais un pas de recul avant de revenir à cette question, je pense qu'on oublie souvent en France que le sujet de l'énergie, on a un vrai sujet de décarbonation parce que le sujet de l'énergie, c'est d'arrêter le fossile. En France, souvent, on dit énergie, électricité, parce qu'on a un prisme où le nucléaire prend beaucoup de place. Mais en France, l'objectif, c'est énergie, enlever le fossile. 60% de ce qu'on consomme, c'est du fossile. Donc ça, c'est le premier point qu'on a. Plus on va réduire le fossile, moins on va avoir d'impact carbone. Et aujourd'hui, comment on fait pour enlever du fossile ?
on augmente les usages électriques. Ce que voit chacun de nous, c'est de dire, le plus simple, c'est la voiture thermique, on la transforme en voiture électrique. Donc la question que je souhaite poser à une dirigeante ou à un dirigeant d'entreprise, c'est comment voyez-vous la mise en place de la décarbonation de votre activité pour assurer la transition? Et la deuxième question, c'est comment pensez-vous pouvoir associer vos salariés, vos collaborateurs, collaboratrices à cette transition pour que ça aille au-delà du cadre professionnel? Ça paraît une question simple à répondre pour moi, parce qu'on est dans la décarbonation, j'ai expliqué avant, chaque nouvelle centrale électrique qu'on met en place, photovoltaïque, elle sert à préparer et à répondre aux besoins des nouveaux usages qui vont être électriques et qui étaient avant fossiles. Donc on décarbone par nature, c'est ce qu'on propose. Pour autant, ce sont les projets qu'on propose. Est-ce que ça veut dire que vraiment on décarbone notre manière de travailler? La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'on installe les centrales photovoltaïques que vraiment on regarde cette décarbonation au sein de notre entreprise. Et ça, c'est des vrais enjeux qu'on travaille actuellement et qui ne sont pas si simples à répondre. Le premier périmètre, nous, dans notre métier, on n'a pas 36 sujets à décarboner parce que c'est beaucoup des sujets de voitures, de véhicules. L'autre point, et qui est plus challengeant et sur lequel on doit aller, on prépare ça, c'est de dire, nous, la majorité de notre impact carbone, il est lié à nos sous-traitants, à ce qu'on achète. Donc pas dans le cœur de nos périmètres, mais le matériel qu'on achète, qui peut être le panneau photovoltaïque, l'onduleur, la charpente, ça c'est là où on a le plus d'émissions de carbone. Et ça, on a un vrai enjeu à travailler, c'est comment demain, sur ce qu'on achète, on arrive à être plus vigilant là-dessus, on arrive à accompagner nos partenaires à aller également sur des sujets plus décarbonés tout en restant compétitifs. Et donc ça, c'est des choses qu'on met en place. Et pour le moment, ce qu'on travaille, c'est déjà d'être capable de piloter notre impact carbone sur nos centrales. Ça, on l'a mis le premier indicateur l'année dernière. On va le travailler cette année. Et l'objectif dans le futur, c'est justement de dire comment on donne des objectifs pour améliorer ça. Merci Grégoire Papillon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous. C'était un réel plaisir. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.